Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on continue la saison des résultats. On a déjà passé une première grosse semaine qu'on a suivie ensemble avec des actions comme Microsoft, Tesla, ASML, Apple, etc. Et on va continuer la semaine prochaine avec pas mal d'actions que je vais suivre, notamment Amazon, Google, Novo, Enphase, Eli Lilly, etc. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de préparer en amont avec vous les résultats, voir un petit peu ce que je vais surveiller, ce que je vais suivre, les éléments sur chaque entreprise que je vais regarder, etc. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, je vous retrouve dans pas longtemps, juste après avoir posté cette vidéo sur YouTube pour le live comme chaque début de mois. Et aussi pour information, annonce de rentrée jusqu'à ce soir, le programme est ouvert avec moins 30% pour ce début 2026 avant fermeture. Et ça donne aussi l'accès complet à la communauté School, qui est inclus pour une dernière fois sans abonnement pour ceux qui le souhaitent avec la formation. Et vous y trouverez tous les modules de formation du coup dans le programme avec ma méthode d'analyse complète de A à Z sur les actions et les ETF. Et évidemment mes fichiers analyse, fichiers d'analyse précibles, etc. Et aussi, ça donne accès, comme je vous le disais, à des vidéos qu'on fait au-delà de YouTube, des lives, analyses quantitatives, etc. Et c'est vraiment en plus pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans le travail qu'on fait tous ensemble. L'accès est ouvert pour encore quelques heures, vous avez le lien en description si ça vous parle, et on se retrouve de l'autre côté. Et on attaque avec la vidéo, et comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Alors, Amazon et Google vont publier. Si on a un retournement de narratif, notamment sur la peur que ça investisse trop dans les serveurs pour l'IA, le cloud, etc., et qu'une baisse venait à s'enclencher, notamment sur Amazon, je serais très intéressé. J'en avais racheté il y a peu, quand elle avait un petit peu corrigé, là elle s'est appréciée à nouveau. Et dès qu'on a les résultats, évidemment, je vais mettre à jour mon fichier pour 2026, puisqu'on est en train de clôturer l'année 2025 avec tous les résultats qui tombent. Et un petit peu comme sur Microsoft, ces entreprises, c'est des vraies machines à cash, mais en ce moment, elles investissent énormément en CAPEX. Donc si vous regardez le cash issu des opérations, ça va plutôt très bien. Mais quand vous regardez les free cash flow, eh vu que ça investit beaucoup, effectivement, c'est un petit peu moins joli. Et je l'ai déjà dit, c'est un point à surveiller. C'est-à-dire qu'il faut que ces investissements, ça paie derrière, qu'on ait de l'adoption, que ça tienne aussi au niveau des marges et qu'on ne soit pas vers la baisse des prix et la compétition permanente qui ferait qu'au final, les capacités à fixer les prix s'écrouleraient. Donc ça, c'est quelque chose que je vais surveiller évidemment. Et je voulais aussi vous montrer ce graphique, ce qui est assez impressionnant en termes de valorisation, parce que autant Google, je la trouve trop chère en ce moment, je l'achète plus, autant Amazon, on n'est pas loin. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi, je voulais vous montrer quelques graphiques, ne jamais dire jamais en bourse, notamment sur les hausses et les baisses, je vais vous en reparler plus tard, mais je vais déjà vous en parler sur Nvidia. Ne pas oublier que pour moi, le prix de l'action, ça a assez peu de choses à faire dans l'analyse, c'est vraiment ce qui vient à la fin, combien payer le prix. Mais ne jamais dire jamais dans les deux sens. Par exemple, Nvidia, faut pas oublier qu'en 2022, elle avait baissé de presque 70% avant de faire plus 1600%. Et je l'avais acheté à l'époque autour des 15 dollars, je l'avais revendu autour des 40, me sentant malin, vérifier au niveau de ma souris, pour ensuite la racheter à 100 pour qu'aujourd'hui elle soit à 190. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'après on va en reparler derrière avec d'autres actions sur lesquelles on peut avoir des peurs en ce moment. On peut penser à Novo, à IMS par exemple, dans le secteur de la santé. Et par exemple sur Google, j'achète plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 338 dollars sur les plus hauts, je trouve ça trop cher. J'ai acheté plutôt autour des 108 dollars de prix de revient unitaire quand personne n'en voulait. Et justement, ça pourrait parfaitement corriger de 20-30%, et je suis à l'aise avec ça. C'est-à-dire que moi, j'ai un prix à payer qui est bien plus bas, mais justement, si on baisse de 25%, je vais pas me dire «Ah, ça baisse, quelque chose de catastrophique sur Google, que se passe-t-il?» Non, je vais ressortir mon analyse carré, quel prix je veux payer, est-ce qu'ils sont en train de faire ce que j'avais prévu sur le chiffre d'affaires, les marges, etc., ou est-ce qu'il y a vraiment un problème fondamental. Mais une baisse ou une hausse n'a pas grand-chose à faire, à vrai dire, dans mon analyse, puisque c'est l'offre et la demande sur le marché au quotidien. Et du coup, ça m'amène aussi sur Amazon, que je surveille, mais je suis très patient, c'est-à-dire que j'achète pas à 240 dollars, et si je ne l'achète jamais, si elle explose après les résultats, c'est pas grave, c'est le destin. J'en ai un petit peu avec un prix de revient unitaire à 180 dollars. Je n'en veux pas là-haut. Si elle baisse un peu, je m'y intéresserai, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je fais souvent des vidéos YouTube et on couvrira les résultats aussi. Mais je voulais vraiment vous faire ces rappels qu'en fait, la volatilité, c'est un petit peu hors de notre contrôle sur le court terme. Par contre, Amazon, dans 5 ans, on en reparle. Google, dans 5 ans, on en reparle. Même peut-être plus 7, 8, 10 ans. J'ai des vieilles positions en bourse. Je prends mon Apple, mon Microsoft, même mon Google qui a dans les 3 ans.
bon, bah, ça va. Quand je prends un peu de recul, même mon IMS, que j'ai acheté à 8 $ massivement à l'époque, aujourd'hui mon prix de revient unitaire remonte un peu, j'en reparle plus tard. Mais voilà, je voulais vous dire ça, c'était hyper important pour moi de revenir là-dessus parce que je vois beaucoup de volatilité et aussi beaucoup de messages, un peu d'émotions. Et c'est normal, je les ressens aussi quand ça monte et quand ça baisse sur pas mal d'actions. Et avec la chaîne YouTube, bah, je suis pas mal exposé à ça. Je reçois beaucoup de messages, commentaires, etc. Vous vous en doutez. Bref, pour revenir à nos moutons, si vous prenez les operating cash flow aussi bien sur Amazon que Google, bah, ils ont explosé sur les 10 dernières années, respectivement pour Amazon de plus 29% par an sur 10 ans et plus 18% sur Google. Et ben, Amazon, en termes de valorisation de l'action, elle est un petit peu moins chère en ce moment que Google. Ce qui est aussi pour ça, du coup, quand je fais mes projections Google, je peux plus l'acheter et Amazon si. Mais je voulais vous montrer que on peut avoir des fois, juste parce que Google a plus le vent en poupe que Amazon, des entreprises qui, d'un point de vue de leurs fondamentaux, sont toutes les deux, enfin en tout cas elles me plaisent, et pourtant les valorisations ne sont pas du tout les mêmes, l'une est plus chère que l'autre, à mon goût, encore une fois, c'est mon analyse, chacun fera ses fichiers de projection. Je voulais vous montrer aussi ce qui peut l'expliquer un peu sur Amazon, c'est-à-dire que Google, si vous prenez par exemple les marges sur operating cash flow, elles sont très bonnes depuis 10 ans. Vous les voyez ici avec une médiane à 35%. Sur Amazon, eh ben, elles s'améliorent. Elles sont à pas loin de plus 8% par an ces marges. Donc elles augmentent dans le temps. Et par contre, la médiane historique, elle est qu'à 12. Donc c'est un business, et je l'ai souvent dit sur Amazon, c'est pour ça que quand je fais des projections dessus, c'est sur les operating cash flow, parce qu'ils investissent beaucoup en CAPEX. Mais c'est une entreprise qui d'un point de vue de sa rentabilité, pour moi, est moins mature. Elle cherche moins à l'être maintenant. Et donc, évidemment, il faut le prendre en compte dans son analyse. Enfin bref, je me suis un peu perdu dans tous les sens, mais c'est pas grave, c'était intéressant ce passage. J'ai Google en fond de portefeuille, j'en achète plus sur ces niveaux. J'aimerais racheter par contre du Amazon, et j'aimerais bien qu'elle rentre aussi comme un peu base de mon portefeuille. Une grosse action solide, un peu plus mature que d'autres que je peux avoir qui sont plus volatiles. Et j'espère que ça baisse secrètement ou pas d'ailleurs, puisque je vous le dis. Et je sais que les baisses font peur, mais personnellement, je suis à l'aise dessus. Et c'est ce que je vous disais juste avant, je veux dire, si demain Amazon vient baisser à 180 $, bah en fait, je me serais pas dit, ah, en fait, le nouveau prix de cette action, c'est 240, et si elle revient à 180, il y a un problème. Non, c'est le marché qui fait ce qu'il veut. Et pareil sur Google, c'est pas parce qu'une action est trop chère en ce moment et qu'elle corrige plus tard que ça doit avoir un impact émotionnel sur moi. Et je voulais vraiment le rappeler parce que bah, c'est humain, mais j'ai pas d'autre réponse à part bah, ressortir son analyse et savoir combien on veut payer les actions. Voilà, c'était une aparté, mais je pense qu'elle a été très importante. On continue. Enphase, et aussi pour parler de la concurrence de Tesla. Alors Enphase, c'est ma plus mauvaise ligne en portefeuille, et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à la suivre depuis ces années. J'ai assez des deux entreprises en portefeuille, je n'en achète plus, ni Enphase ni Tesla. J'ai des options que j'exercerai peut-être, notamment sur Tesla. Je fais mon suivi par contre du coup dans le temps. La traversée du désert, elle est longue sur Enphase, j'ai acheté trop tôt, et du coup c'est pour ça que je disais, je mets un point d'honneur à en parler à chaque trimestre. J'aime toujours autant le secteur de la production d'énergie solaire, et d'ailleurs, quelle ironie pour moi que Tesla, qui a une beaucoup plus grosse position en portefeuille que Enphase, bah, ce soit au final un petit peu le plus gros concurrent d'Enphase, surtout aux États-Unis. J'aime beaucoup que les deux entreprises fabriquent en grande partie pas mal de leurs produits aux US. On peut penser au stockage d'énergie. Tesla a fait des annonces sur la fabrication de panneaux aussi. Enphase a tous les micro-inverteurs vendus aux US qui sont faits là-bas. Et donc, c'est des entreprises que j'apprécie. Et bah, c'est un peu le plus gros concurrent que je vois à Enphase, Tesla. Sur le court terme, c'est pas un secteur qui va très bien. Sur le long terme, c'est un secteur que j'apprécie. Au niveau de mes achats Enphase, je l'avais acheté, vous voyez, notamment mi-fin 2023, donc bah, ça fait quand même 2 ans qu'il ne se passe pas grand-chose, et elle avait corrigé. Aujourd'hui, au niveau de valorisation, on est à peu près pareil. Et si vous voyez ici, au niveau du graphique que je vous ai affiché, bah, c'est assez flagrant, hein. Le chiffre d'affaires a clairement bien corrigé, il se reprend doucement. L'entreprise, ce que j'apprécie par rapport notamment à des concurrents, et quand je dis j'apprécie, clairement, j'aurais préféré que ce scénario se passe autrement et l'acheter plus tard. Je ne vais pas dire le contraire. Ça tient encore au niveau des free cash flow, ça tient encore au niveau du cash et de la dette. C'est pas parfait, mais il y a pire dans le secteur. Les marges tiennent encore. Je surveille énormément les stock-based compensation parce que il y a un moment, il va falloir que l'entreprise continue à exécuter, à aller chercher peut-être des parts de marché chez la concurrence, à faire repartir le chiffre d'affaires, etc. Parce que sinon, c'est quelque chose qui va commencer à venir m'embêter. Parce que si je ne le réintègre pas dans les free cash flow, et ben clairement, on est limite au niveau du cash. Et comme je vous le disais, je vous laisserai voir les chiffres, mais c'est pas parfait, et j'en fais des vidéos tous les trimestres pour le dire. Et si je venais à avoir un état financier qui se dégradait fortement, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, ça tient, surtout quand je regarde les autres,
Mais c'est un point à suivre et j'aurais aucun problème à venir m'en séparer. D'ailleurs, je vends des calls dessus. Si je venais à me faire assigner, eh ben, peut-être qu'elle partirait. Donc voilà, je travaille avec des options et puis ça paye bien les options sur Enphase, donc je ramasse du cash dessus tous les mois du coup. Voilà un petit peu. Au niveau des marges, c'est flagrant aussi, hein. Vous regardez les marges sur free cash flow qui ont bien baissé en 2 ans, hein. Donc forcément, ça aide pas du tout sur le free cash flow avec ou sans les stock-based compensation réintégrés. Donc pas autre chose à dire que je continue le suivi. S'il y a un point intéressant, c'est que vu que ma position était déjà finie à l'époque, et ben en fait, je me retrouve avec une position qui pèse de moins en moins et qui est très largement compensée par les gagnants. Et ça me rappelle un petit peu ce que je vous disais avant sur Nvidia, que je m'en veux d'avoir vendu. Rappelez-vous, il y a très très longtemps sur la chaîne du Palantir, etc. Je vais continuer à faire tout ce que je peux pour ne pas vendre mes actions gagnantes, parce que sur le long terme, ça paye quand même, et je l'ai souvent regretté. Et Enphase, je conserve tant que je vois pas de catastrophe d'un point de vue du bilan, des risques de faillite imminente, etc. Mais la traversée du désert est longue et je peux pas le dire autrement. Et je suivrai les résultats pour voir la tendance, notamment suivre évidemment l'évolution des marges, l'évolution de l'état du bilan et les ventes, etc. Les écouter un petit peu et les écouter aussi parler de la concurrence et de l'impact aussi des taxes douanières, important, sur les panneaux qui viennent beaucoup de Chine. Voilà pour ces 2 entreprises, et on va finir avec Lily, Novo et IMS. IMS qui ne publie pas la semaine prochaine, mais j'ai reçu tellement de messages et de commentaires dessus que je vais encore en parler, même si j'en ai parlé pratiquement toutes les semaines vu le nombre de messages que je reçois. Mais ça me gêne pas, je comprends. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on s'est habitué à ce qu'une action soit genre 70 $, genre IMS, et qu'aujourd'hui elle revient à 30, un peu moins, et qu'elle revient juste à des niveaux cohérents, et j'achetais pas à 70, par contre maintenant je commence à racheter ce que je vais vous dire. C'est normal la version à la perte, parce que quand c'est tout là-haut, on se dit ah c'est pour acquis, mais en fait non, ce que je vous disais sur Google, je prends pas du tout pour acquis les 338 $ sur Google. Si elle revient à 200, moi je sais pas trouver les points hauts et les points bas. Peut-être que certains savent, mais moi je sais pas le faire et je préfère conserver mes positions pour le long terme. Bref, ce sont des entreprises qui sont toutes emmenées dans l'aventure des GLP-1, tous ces médicaments pour la perte de poids, le monde des peptides de façon plus générale. C'est des médicaments très importants pour Lilly et Novo Nordisk. C'est une très très grosse partie de leur chiffre d'affaires. Chez Novo, je crois qu'il y a plus de 70% du chiffre d'affaires qui est sur ces produits-là, et une grosse partie fait aux US aussi. Les chiffres exacts, je vous laisse retourner voir les vidéos d'analyse de Novo. Pour Eli Lilly, c'est très important aussi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ma thèse d'investissement, quand j'ai acheté IMS, du coup, c'était mi-2023 que j'avais fait le gros des achats, même si j'ai racheté récemment, donc ça me fait remonter mon prix de revient unitaire, je vous en reparle après. Mais en fait, on n'en parlait même pas et c'était pas du tout dans ma thèse d'investissement au départ. C'est pour ça que des fois, quand je reçois des messages sur IMS et sur ces peurs sur la perte de poids, tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, quand j'ai acheté IMS, c'était même pas des médicaments connus, ça n'avait rien à faire dans mon analyse quand je l'ai payé 8 $ en 2023. Et aujourd'hui, je suis bien content parce qu'elle cote toujours à 25, donc ça va en termes de retour sur investissement. Même si mon prix de revient unitaire monte parce que j'ai repris mes achats, je vous le dis après. Bref, toutes ces entreprises sont emmenées dans le secteur des peptides qui est en train de croître, qui est passionnant, que j'étudie beaucoup. Et Novo et Eli Lilly ont des gros coups à jouer, mais il faut aussi qu'ils fassent, à mon avis, un petit peu attention, parce que c'est pas simple à breveter, parce qu'en fait ces peptides ils sont naturellement présents dans le corps, alors ils arrivent à les modifier un petit peu, les passer avec la FDA pour les faire approuver, etc. Mais c'est beaucoup de régulation. Il y a beaucoup d'enjeux là-dessus, parce qu'en fait c'est des médicaments qui sont assez simples à produire. Et ils essaient de les protéger avec des brevets, etc. Parce que vous avez le système de santé qui fait qu'il faut les valider avec les phases 1, 2, etc. Mais monde passionnant et prudence, parce que ça va très 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 vite. Mais j'ai des vidéos complètes sur ce sujet, où je parle justement d'à quel point ça va vite, qu'on en trouve qui sont déjà en train d'être approuvés, mais c'est tellement lent le système pour les approuver qu'on arrive à les acheter, etc. Bref, c'est un sujet pour une autre vidéo. Novo, mes ordres, hélas, sont pas passés. J'étais prêt à en acheter pendant la baisse, mais on n'a jamais touché mon prix cible, donc c'est pas passé à grand chose. Certains parmi vous ont acheté, ils sont déjà pas mal en hausse dans le school, vous reconnaîtrez, on en parlait l'autre jour. Et si ça rebaisse, je pourrais en racheter. Et pour IMS, on revient sur des niveaux plus cohérents. J'ai pu reprendre mes achats. J'avais racheté un tout petit peu vers les 35, 37. Vous avez les ordres précis dans le school, hein, je sais plus les précis, mais j'ai acheté genre 2-3 pièces, enfin 2-3 actions à la fois. Et là, depuis qu'on est revenu sur les 30, j'ai réaccéléré un petit peu récemment, après une très longue pause. Parce qu'en fait, si vous regardez le graphique, il est intéressant ce graphique, hein. Alors, attendez, je vais vous le retrouver. En fait, pendant longtemps, je pouvais plus acheter, donc j'ai conservé ma position. Vous voyez, j'ai un prix de revient. Alors, plus de la moitié de mes achats avaient été faits à 8 $ en 2023. C'était il y a très longtemps. Je vais vous remonter ici. Enfin, très longtemps, non, à vrai dire, c'est du court terme. Mais ça paraît longtemps par rapport à la chaîne YouTube, etc.
mais ça fait que 2 ans et quelques. Mon prix de revient unitaire est clairement monté, parce que j'ai pas mal racheté à partir de cette zone-là, vous voyez où ma souris est en train de bouger, et clairement là-haut à 70$, un, je le prenais pas pour acquis, et deux, j'achetais pas. Sauf que j'étais incapable de dire si ça continuera à monter ou pas. Donc voilà, je suis content de pouvoir reprendre mes achats. Ça fait monter mon prix de revient unitaire. À vrai dire, c'est pas très grave. Ce serait plus l'ego qui parle que de vouloir rester sous les 8$ de prix de revient unitaire. Je préfère avoir une plus grosse position et un prix de revient unitaire moins parfait. Je pense que sur le long terme, ce sera plus bénéfique pour moi. Je suis content de la position à court terme, au bout de 2 ans et quelques. Franchement, ça fait plaisir. Et je suis pas pressé. La baisse peut durer. Si ça continue à baisser, bah tant mieux. Ça fera des opportunités pour ceux qui ont fait leur analyse et qui pensent que c'est une bonne idée pour eux. C'est une boîte volatile. D'ailleurs, regardez les différences de chiffre d'affaires, je vous l'ai mis en bas. C'est des boîtes en termes de taille qui n'ont rien à voir. IMS, c'est tout petit, hein, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires en 12 mois glissants. Eli Lilly et Novo, c'est plus de 50 milliards. Donc c'est des boîtes qui n'ont pas la même volatilité, quoique. Si vous regardez les graphiques, hein, des boîtes énormes comme Nvidia vous ont fait des volatilités assez impressionnantes. Je vous montrais le graphique tout à l'heure. Donc même les grosses boîtes peuvent bouger fort. Mais voilà, pas le même type d'entreprise. Évidemment, menez vos analyses. Elles ont toutes des marges brutes élevées, donc toute une vraie capacité à fixer les prix. Et ensuite, au niveau des marges, notamment sur les flux de trésorerie opérationnels, je vous ai mis ici. Alors, on est plus mature chez Novo et Eli Lilly, vous voyez, les médianes historiques, elles sont autour de 20 et 40. Par contre, sur IMS, il y a encore 2 ans, les marges étaient très faibles, dans les 3 et quelques marges sur operating cash flow. Aujourd'hui, on est à 14. Donc la croissance annuelle composée des marges n'a rien à voir. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un business qui est beaucoup moins mature que les deux autres business. Les deux autres business sont plus matures que IMS. Donc évidemment, ça je ne répéterai jamais assez. Toute entreprise a un niveau de risque et de volatilité par rapport à son profil, même des ETF, même des produits qui peuvent paraître assez dérisqués sur le court terme. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et sur le long terme, par contre, c'est une autre histoire. Et c'est le fameux graphique que je vous montre tout le temps sur les volumes d'entrée et de sortie sur les S&P 500. Oui, si vous regardez un S&P 500 sur 20 ans, historiquement, ça se passe bien. Par contre, pour les particuliers, si on ne se fait pas attention à ses émotions, on peut acheter les points hauts et vendre les points bas et être sur un produit qui va très bien performer sur le long terme et avoir pourtant une performance qui s'est mal passée, tout simplement parce qu'on n'a pas juste acheté et conservé assez longtemps. Et ça, le plus j'avance en investissement et le plus je suis convaincu. Évidemment, il faut faire son analyse, il faut savoir pourquoi on achète, il faut tout écrire parce que quand ça baisse, si on n'a pas écrit, on panique. Et personne n'est là pour vous dire, vous rassurer ou quoi, parce que si on n'a pas acheté en âme et conscience, on ne sait pas pourquoi on a acheté. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait son analyse et qu'on sait le faire, le gros du travail pour moi, c'est plus de 80% certainement, je n'ai pas de chiffre en tête, mais l'énorme partie du travail, c'est gérer ses émotions sur le long terme et réussir à prendre un petit peu de recul. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai eu une action depuis longtemps en portefeuille, que je sais pourquoi je l'ai acheté, que j'ai résisté aux tentations de vendre, rappelez-vous, on me disait qu'il fallait vendre Apple il y a 1 an et demi, Google il y a 2 ans, même rappelez-vous des boîtes comme SoFi qui ont passé 2 ans à 8$, aujourd'hui elle est à je sais plus 25. D'ailleurs c'est intéressant SoFi, cette vidéo va être beaucoup plus longue que prévu, c'est pas grave, j'ai plein de trucs à dire. Vous voyez SoFi aujourd'hui, on pourrait paniquer, oh mon dieu, elle était à 30$, elle est à 22, il y a un problème dans l'entreprise. Moi j'ai regardé les résultats, je les ai trouvés en ligne avec mon analyse, il n'y a aucun souci, j'ai un prix de revient unitaire à 6,88, elle est à 22, si demain elle est à 15, ça change pas mon analyse, hein. C'est le marché qui fait ce qu'il veut et je l'achète pas à 22. Et si elle baisse encore, c'est pas grave. Ça change pas grand chose, ça fait pas longtemps que j'ai un portefeuille. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Allez, on va être patient. Donc voilà un petit peu. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.